Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, wow. Merci de vous asseoir pour que l'on puisse démarrer la première session de la matinée, de cette deuxième matinée de Cham. Et j'appelle à la table ronde, le débat s'intitule « La connexion dans les territoires, de la maison du malade au CHU ». Et j'appelle Philippe Domy, Olivier Guérin, Stéphane Regnault, Sébastien Robineau, Pierre Simon, et le modérateur sera notre ami Jean-Daniel Flézaquier. Bonjour à tous, merci d'avoir fait preuve de courage et de vous être levés dès Potron Minet. Nous allons pendant 45 minutes discuter d'un sujet qui risque d'être un petit peu redondant avec toutes les brillantes communications que vous avez eues hier. Donc je vais faire en sorte d'être autant que possible, éviter autant que possible les redites. Et on va voir si on tient cette gageure. On va d'abord commencer par la petite vidéo traditionnelle qui va situer le débat. Auvergne 2023. Dans sa petite maison à l'extérieur du village, Archibald, de 75 ans, prend son café, comme tous les matins, avant de s'écrouler brutalement. Constatant qu'il ne s'est pas encore manifesté à 10 heures comme convenu, Nestor, son robot domestique, donne l'alerte. Le SAMU est aussitôt envoyé chez Archibald, qui aura la vie sauve grâce à une dissolution de caillots au CHU de Clermont-Ferrand. On disait autrefois que la France comptait un médecin dans chaque canton. Ce temps est révolu. L'isolement d'un territoire, les déserts médicaux, bientôt les kilomètres auront moins d'importance que les mégabits. Être vieux et souffrir d'une maladie chronique, en vivant dans un trou perdu sans médecin à la ronde et à 80 km du CHU le plus proche, ne sera plus un problème. À une condition, être connecté. Pour les professionnels de santé aussi, c'est une révolution qui est en marche. La loi HPST a instauré un cadre juridique pour la télémédecine et des priorités ont été identifiées à l'échelle nationale, comme l'expérimentation du télé-AVC dans plusieurs régions. Le principe, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un neurologue et un radiologue de garde sont prêts à donner un avis à distance aux urgentistes des centres hospitaliers demandeurs. C'est ce que l'on appelle la téléexpertise. Tout aussi prometteuse, la télésurveillance vise à prévenir les hospitalisations d'urgence. Celle de Bianca, par exemple, une des patientes diabétiques du docteur Tournesol. Grâce aux dispositifs médicaux installés chez sa patiente, le médecin peut suivre l'évolution de la glycémie de cette dernière et définir un seuil d'alerte. De nouveaux usages pour sauver encore davantage de vies? Oui, bien sûr, mais pas seulement. En évitant des hospitalisations inutiles et coûteuses et en misant sur cette vague technologique qui pointe à l'horizon, la promesse est aussi économique dans tous les sens du terme. Bon, alors on va faire l'impasse sur le côté urgence qui est un côté très spectaculaire. On va revenir, je dirais, un peu à la réalité, notamment des affections chroniques. On a entendu, je le disais hier, beaucoup de choses très pertinentes. Je voudrais qu'on fasse une sorte de petit point avec vous, Pierre Simon, puisque vous présidez la Société française de télémédecine. Aujourd'hui, quelles sont les indications validées ou qu'on estime pouvoir être validées concernant la télémédecine? Est-ce qu'on va mettre Est-ce que le fait d'avoir plus de 70 ans et de vivre à 20 km d'un médecin, ça veut dire qu'on va vivre avec des capsules, des pastilles sur la tête partout, des sensors, des capteurs du matin au soir parce qu'on est tout seul? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont plus intérêt que d'autres peut-être à être connectés? Alors, la télémédecine, il faut d'abord dire que la France a été pionnière en matière de télémédecine, puisque la télémédecine existe en France depuis 20 ans. Et donc, nous capitalisons actuellement des expériences qui ont été réalisées dans différentes régions françaises. Et en matière de priorité de télémédecine aujourd'hui, cela a été défini en 2011 et je pense que c'est encore d'actualité, c'est-à-dire améliorer le diagnostic de l'imagerie, on en a besoin, améliorer, donc on a parlé du télé-AVC, mais dans les maladies chroniques, il y a quand même en termes d'épidémiologie, disons, une masse critique importante de patients atteints de maladies chroniques liées au vieillissement, comme l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'insuffisance rénale. Et aujourd'hui, je dirais, ce sont les principales indications, le diabète bien sûr, les principales indications que nous essayons de mettre en place parce que nous constatons qu'il y a beaucoup d'hospitalisations évitables et qu'aujourd'hui, la télémédecine pourrait, disons, prévenir ces hospitalisations. Alors vous savez qu'il suffit de dire en France qu'on a été pionnier pour qu'on soit très vite 10 ans en retard sur les autres. Alors est-ce que, c'est un principe bien français, est-ce qu'aujourd'hui,
Ça marche, ça avance, il y a des choses qui se préparent, ou est-ce qu'on en est encore, je dirais, à faire, comme disait notre ami suicidaire, des groupes de travail? Oui, j'ai volontairement dit qu'on était pionniers, puisqu'il y a eu 2 pays en Europe, la Norvège et la France, qui ont démarré au début des années 90. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a des freins? C'est, je pense, un problème de financement. Je pense qu'il faut que le financement de la télémédecine soit plus clairement identifié, à la fois dans les hôpitaux et également dans le système libéral. Alors, vous disiez il y avait des besoins, il y a aussi une offre. Là, je voudrais me tourner peut-être vers le représentant du SNITEM, du Syndicat national des industries de technologie et technologie médicale. Je pense que tout le monde est dans les starting blocks. Là. Il doit y avoir des propositions de tous les côtés, non, de matériel, de télémédecine, de capteurs et de tout le reste. Au niveau des dispositifs, on n'est plus dans les starting blocks. Au niveau des dispositifs, les dispositifs existent. Ouais. Les dispositifs existent maintenant dans de nombreux secteurs. Les dispositifs ont fait preuve de leur efficacité. Et de nombreuses études ont été menées, je pense en particulier à la télécardiologie, prouvant que, 1, ça fonctionne, 2, ça entraîne des économies. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister, c'est-à-dire qu'on est dans un univers contraint en termes financiers, on est en train déjà de parler un petit peu de financement. Je crois qu'il y a vraiment urgence à mettre en place des solutions qui peuvent apporter des économies. Quand même se souvenir que le premier client des taxis en France, c'est la Sécu. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on va tous les mois rencontrer son cardiologue, son spécialiste, etc., on prend un taxi pour aller à l'hôpital, pour en revenir. Ça prend une journée d'arrêt. Pendant la journée où on va, tout le monde est convoqué à 9h, 12 personnes à 9h pour qu'on est sûr d'avoir quelqu'un. Ça vous prend la journée, une journée d'arrêt, ça a un coût social aussi qui est énorme. Enfin, tous ces points-là sont validés. Donc, ça existe. Ce qui n'existe pas, c'est concrètement qui est payé pourquoi. Oui. Mais est-ce que les analyses médico-économiques, par exemple, les fabricants acceptent de les faire? Est-ce qu'on leur demande d'ailleurs d'en faire de vraies analyses médico-économiques, pas uniquement de savoir vraiment justement si on est que, j'allais dire, cost-effectif pour parler franglais, si en termes de coût-efficacité, on est bien, ou est-ce qu'on se dit je vais mettre un joujou sur la table et puis comme ça sera à la mode, tout le monde va me le prendre? Si vous voulez mon avis, d'abord, oui, nous faisons ces analyses médico-économiques. Oui, elles sont souvent faites de façon très sérieuse. Par contre, en face de nous, on a du mal à avoir des interlocuteurs capables d'évaluer ces analyses. C'est-à-dire que les outils d'analyse financière dans le système de santé sont très verticaux, c'est-à-dire n'intègrent pas un parcours de soins. Donc on a en face de nous des gens qui, avec la meilleure volonté du monde, ont beaucoup de mal à juger ces analyses médico-économiques. Vous pensez qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron prenne aussi le portefeuille de la santé, non? Me faites pas dire des choses qui après m'entraîneraient dans des... Alors, juste une seconde pour être juste désagréable, une demi-seconde. Allez-y. Ces appareils sont des dispositifs médicaux. Oui. Ils bénéficient donc d'un marquage CE. Oui. Alors, je sais que le parallèle est idiot, mais comme je suis journaliste, je pense que les questions idiotes, c'est un principe. Marquage CE, je reprends l'exemple stupide des prothèses PIP, qui est matériel médical. Enfin, je ne parle pas de l'escroc qui dirigeait PIP. Je parle de la société qui vérifie, cette société allemande qui a pignon sur rue et qui certifie. Est-ce qu'aujourd'hui, sur des instruments aussi précis, on peut se permettre d'en rester avec une réglementation du marquage CE qui a montré son extraordinaire insuffisance? Alors, 2 choses. D'abord, on en a parlé hier. Toute la profession attend la réforme de ce marquage CE de manière à ce que cette marque CE redevienne vraiment un gage absolu de qualité. Il y a déjà eu énormément de choses qui ont été faites avant et après le problème dont vous parlez, et il y a encore de nouvelles réformes qui vont arriver. Donc la profession vraiment demande ça. Maintenant, si vous parlez de PIP, permettez-moi d'en parler un tout petit peu aussi, aucune profession n'est à l'abri d'un escroc qui fait des choses fondamentalement malhonnêtes. Alors oui, le TÜV, l'organisme certificateur, s'est fait avoir. La police s'est fait avoir. Il arrive que la police se fasse avoir. C'est très regrettable, mais ça arrive. On va faire tout ce qu'il est possible de faire pour que ça n'arrive plus. Mais encore une fois, ne condamnez pas une profession parce qu'un jour, il y a un escroc qui s'est comporté de façon totalement malhonnête. Non, c'est pas la profession, c'est le problème de ceux qui définissent ce marquage, c'est-à-dire les autorités européennes et qui n'exigent pas peut-être plus de rigueur sur des matériaux sensibles. Je peux vous garantir qu'en termes de télémédecine, il y a eu tellement d'expérimentations depuis tellement d'années, comme on le disait en commençant ce débat. La France est extraordinaire pour faire de l'expérimentation, est extraordinaire pour tester des choses excessivement mauvaises pour
étendre cette expérimentation au niveau national. Je pense qu'on va en parler des expérimentations. On en a des expérimentations qui ont prouvé l'efficacité du système. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'étendre au niveau national. Avec ces années et ces années d'expérimentation, je peux vous garantir que la sécurité a été 1000 fois validée. Oui, eh bien, on croise les doigts. Bon, le patient, source, j'allais dire, de données, il va envoyer plein de choses. Ces données, elles vont arriver chez son médecin traitant, vont arriver à l'hôpital. À qui, sur un plan purement, comment dire, à la fois illégal et conceptuel, à qui appartiennent les données? Est-ce qu'elles appartiennent aux patients? Est-ce qu'elles appartiennent à son médecin traitant? Est-ce qu'elles appartiennent à l'hôpital? Ou est-ce qu'il y a une sorte de copropriété des données? Est-ce que vous Olivier, qui êtes gériatre, vous avez sûrement une opinion sur ces choses-là? Alors oui, là c'est une question très juridique, mais effectivement, on en a déjà débattu hier un certain nombre de fois. Moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est, au-delà de la propriété des données, c'est comment les utiliser au mieux au service du patient, évidemment. Et je crois qu'il faut revenir sur un constat quand même très simple. Qu'est-ce qui m'a animé, moi, pour essayer de travailler avec mes équipes, et beaucoup de gériatres sont impliqués partout sur le territoire national sur ces questions-là, c'est qu'en étant en bout de chaîne, nous les gériatres, notamment dans nos filières hospitalières, on se rend compte de la perte de chance constante de nos concitoyens âgés, notamment les plus fragiles, c'est-à-dire les polypathologiques, avec des environnements sociaux un peu défaillants. On s'aperçoit de leur perte de chance, qui est, à notre sens, inacceptable, où ils arrivent trop tard dans les circuits, ils n'ont jamais été suivis correctement pour leur pathologie chronique, on les retrouve complètement décompensés, et quand ils sont dans nos murs, on doit se battre comme des fous, et on n'y arrive pas toujours, loin de là, pour essayer de récupérer ce qui est notre cœur de métier, de récupérer leur autonomie, pour gagner en qualité de vie et en fonctionnement pour eux. Donc quand on part de ce constat-là, il faut bien qu'on arrive à trouver des moyens, désormais, de réorganisation complète de notre système de santé, pour répondre à un besoin qui n'est pas couvert à l'heure actuelle. Juste un chiffre, les pathologies chroniques, c'est 70% de la dépense de santé. Oui. On a un modèle qui s'est constitué, un modèle de prise en charge sanitaire qui s'est constitué sur le curatif et qui est désormais désadapté. En fait, on n'est pas bon. Mais quand on voit comment la personne âgée, et je demande pardon au directeur général du CHU de Montpellier, qui est à côté de moi, quand on voit comment la personne âgée est relativement mal accueillie dans un grand nombre d'hôpitaux, et surtout quand il a des polypathologies, c'est à qui ne prendra pas le patient, donc il va faire entre 24 heures et 36 heures de brancard aux urgences. En quoi la télémédecine va permettre de respecter un peu plus ces personnes? C'est ça que je n'arrive pas à saisir, moi. Là aussi, c'est une... Alors non, on essaie quand même de les prendre en charge le plus correctement possible. Mais je me retourne vers Monsieur Domi, directeur général de CHU. Il faut donner plus de moyens à la gériatrie hospitalière, ça c'est sûr. Certainement au détriment d'autres disciplines, mais vous ne le répéterez pas à mes collègues, mais certainement, effectivement, dans le grand mouvement de fond de restructuration intra-hospitalière, de réduction par exemple du nombre de lits, notamment de lits d'hospitalisation complète, la gériatrie n'est probablement pas concernée parce qu'effectivement, on aura toujours besoin, et puis le défi démographique, il est devant nous. Enfin, il est devant nous. On est déjà en plein dedans. Mais bon, effectivement... En quoi le fait d'avoir la personne âgée, le fait d'être monitorée à domicile, qu'est-ce qui va faire qu'elle sera mieux prise en charge à l'hôpital? Elle sera prise en charge moins tard? Elle sera... Bien sûr. Mais bien sûr, l'enjeu clé sur la pathologie chronique, c'est d'éviter sa décompensation. C'est ça l'enjeu clé sur la maladie chronique. Par exemple, c'est l'insuffisance cardiaque qui va arriver à l'hôpital. Vos collègues cardiologues, ils vont penser à vous appeler, ils savent que vous existez. Mais ce n'est pas trop le problème de savoir où est-ce qu'il va être pris en charge une fois qu'il a franchi les murs de l'hôpital. C'est qu'il franchisse les murs de l'hôpital le moins souvent possible et en essayant d'éviter les catastrophes de décompensation. Après, on discutera de la filière intra-hospitalière, mais déjà, dans le lien ville-hôpital, on reprend l'exemple de l'insuffisant cardiaque. Si on avait repéré auparavant qu'il prenait du poids, a priori, quand on prend vite du poids et qu'on est insuffisant cardiaque, c'est qu'on stocke de l'eau. Qu'à un moment donné, ça va finir dans les poumons et qu'on va être en OAP, en œdème aigu du poumon. Si avant qu'on arrive au stade d'œdème aigu du poumon et de devoir appeler le SAMU parce qu'on graillonne comme c'est pas possible et qu'on devient tout bleu et qu'on respire plus, on aurait évité l'hospitalisation. Et pour ça, par exemple, un PES-personne connecté et avec un médecin de premier recours formé, efficace, qui reçoit des données, qui peut travailler avec l'infirmière à domicile pour augmenter les doses diurétiques, on évite l'hospitalisation. C'est bien ça l'enjeu. Après, on discutera de comment on gère nos patients en intra-hospitalier. Oui, non, monsieur le directeur,
générale. Écoutez, je crois qu'il faut remettre les choses dans le bon ordre. Tout d'abord, en ce qui concerne l'hôpital en général et les CHU en particulier, je m'adosse là au petit film Hospitalisation évitable. L'enjeu pour nous, c'est effectivement de gérer une situation où on ne vient à l'hôpital que parce que c'est absolument nécessaire. Ouais. Ça doit être le principe fondateur de la place de l'hôpital dans notre système de santé. Cela posé, pourquoi égrenons tous les problèmes là que vous venez de citer? Pour une raison très simple, c'est que déjà au sein de l'hôpital, nous sommes loin du monde des bisounours que nous avons décrit hier. Si on s'en tient à tout ce qu'on a décrit hier et à l'enthousiasme général, je n'ai vu personne ne pas applaudir. Donc tout le monde est en cohérence avec ces enjeux. Tout s'accélère, tout est possible, et de toute façon, ça va arriver. Sauf que dans la vraie vie, puisqu'il faut aussi s'intéresser à la vraie vie de temps en temps, et à l'hôpital, on est confronté à la vraie vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que toutes les conditions sont remplies aujourd'hui dans les systèmes d'information hospitaliers pour agréger les objets connectés, par exemple? Moi, je dis non. Ouais. On est loin du compte. Combien d'hôpitaux aujourd'hui, et aussi bien publics que privés, sont en mesure de lever le doigt à la question qui a un dossier patient informatisé sur l'ensemble de ses fonctionnalités, prescription connectée, de la biologie, de l'imagerie, les rendez-vous en ligne, etc., et déployée sur l'ensemble de ces unités exhaustivement. Ben, vous seriez surpris du résultat. Donc là, on vit dans le cloud. Oui. Sauf que quand on a les mains dans le cambouis et les pieds dans la glaise, je peux vous dire que le décor est tout à fait différent de cela. Et avec des contradictions de terrain à n'en plus finir, entre les opérateurs eux-mêmes, parce que ce n'est pas simple d'être cohérent entre hôpitaux publics. Ce n'est pas simple d'être cohérent et facteur de cohésion entre hôpitaux publics et privés. Le point de vue de la tutelle est souvent décalé par rapport aux enjeux de terrain. Et on l'a bien vu dans, par exemple, le concours TSN, où on a confié aux ARS le soin de porter... C'est quoi le concours TSN, pardonnez-moi? C'est le territoire de soins numériques, où là, il y avait un véritable enjeu, et on a demandé aux ARS de se faire porteuses de projets qui n'étaient pas les leurs, et plutôt que de s'adresser très directement aux opérateurs qui ont l'initiative et l'intelligence et le niveau pertinent de l'information. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à régler. Alors, tout le monde est responsable, et bien évidemment, personne n'est responsable. Donc il faut reprendre les choses dans l'ordre. Créer les infrastructures qui vont bien. Parce que pour développer toutes ces connexions, il faut des infrastructures. Or, les infrastructures, elles sont aujourd'hui au ras des pâquerettes, il faut le dire. Et les opérateurs se perdent, alors qu'on se plaint qu'on manque de moyens, dans les projets d'investissement, souvent coûteux, dans les logiciels et dans les réseaux. Je crois qu'il y a une première initiative à prendre, c'est de sortir de ce cadre-là, et puisque le marché le permet, acheter du service. Il faut acheter du service logiciel, il faut acheter du service infrastructure, ce qui permettra aux hospitaliers de régler leurs problèmes d'obsolescence, parce que quand on arrive à avoir un système d'information qui fonctionne à peu près, les infrastructures sont dépassées et les logiciels y tout. Quand on achète du service, on a au moins la garantie, avec des gens dont c'est le métier, d'être up-to-date sur les développements des dits logiciels. Donc il faut que les opérateurs de terrain soient déjà calés sur ces enjeux. Ensuite, il faut sortir des querelles d'épiciers et de patriotisme de boutique, parce que ça pollue véritablement l'atmosphère. Je suis au soir de ma carrière, je peux quand même témoigner que, où que je sois passé, j'ai toujours vu l'hôpital général se défier du CHU et faire un choix de système d'information forcément différent de celui du CHU, etc. Ce qui fait qu'on se mettait dans les dispositions de ne jamais pouvoir communiquer. Or, pour régler les problèmes de la gériatrie, qui sont un excellent exemple, d'abord, la gériatrie, elle sort de plus en plus des murs de l'hôpital, et c'est nécessaire. Il y a des équipes mobiles internes au système hospitalier, des équipes mobiles qui sortent, la gérontopsychiatrie, etc., l'oncogériatrie. Mais pour ça, il faut avoir des systèmes d'information efficaces en interne
et une capacité de communication avec les systèmes d'information hétérogènes, qui du médecin généraliste, qui du médecin spécialiste, qui de l'assurance maladie, qui du cabinet de groupe paramédical. Donc là, l'enjeu est de créer les conditions d'interconnexion de ces différents systèmes. Et aujourd'hui, les solutions technologiques existent. Elles sont à portée de main. Mais là, il faut une volonté politique, d'abord. Alors, on a vu hier qu'il ne fallait pas trop compter dessus et qu'il fallait compter sur soi. Bon, on est bien mieux servi pour ce faire. Donc, on va le faire. Mais là aussi, on va avoir une opportunité fantastique avec les groupements hospitaliers de territoire. Ne gâchons pas cette opportunité. On va avoir la chance, une bonne fois pour toutes, de coordonner les systèmes d'information. Ça ne veut pas dire le même système d'information pour tout le monde, mais de faire en sorte qu'il n'y a pas de développement de système d'information qui, au préalable, n'apporte la preuve qu'il est communicant, partageable et facteur de cohésion entre les acteurs. Et là, les éléments techniques sont réunis pour que ça réussisse et que le médecin généraliste étant à sa place, le spécialiste étant à sa place, l'hôpital restant à sa place, le fait de pouvoir communiquer et de partager l'information, de partager le dossier du patient, permet naturellement au cardiologue de consulter le gériatre d'être, par exemple, en communication immédiate avec le médecin coordonnateur de l'EHPAD ou le cabinet du généraliste. Les solutions, on les connaît. Il suffit de peu de choses pour le faire. Mais est-ce que vous allez avoir suffisamment, parce qu'il va y avoir des afflux de données, est-ce que vous allez avoir assez de monde, médecins ou éventuellement personnel médical, pour traiter ces données? Je vous donne un exemple. J'ai amené avec moi une petite feuille. Je peux vous la montrer puisqu'elle est personnelle. J'ai passé dans un CHU de la région Centre un examen qui s'appelle un Holter, c'est un enregistrement pendant 24 heures de mon petit cœur, au mois de mars. Et j'ai reçu le courrier m'annonçant que tout était normal fin août. J'habite à 3 km de l'hôpital. Déjà, le délai... Voilà, le délai voilà. Non, mais je vous jure, je tiens, monsieur le juge, à votre disposition, la preuve numéro... Voilà. Est-ce qu'avec la télémédecine, là, on est dans une situation normale, là, hein, c'est pas une question de télémédecine, ça. Non, mais c'est une question de performance du système d'information. Oui, dès lors que vous connectez le Holter, la feuille d'anesthésie au bloc opératoire, que vous soyez en interventionnel, au bloc, au réveil, en cours d'examen, dès lors que tout est plugué et qu'en temps réel, l'examen est dans le dossier du patient et qu'en temps réel, tout un chacun autorisé peut accéder au dossier du patient, le patient d'abord, ce problème-là est réglé. Mais ça veut dire et les solutions existent aujourd'hui. Il faudra peut-être dans la formation expliquer qu'il n'y a pas besoin non plus de mettre un timbre quand on envoie un email. Ce que je veux dire sur la télémédecine, c'est que la télémédecine n'est pas une réponse à la carence démographique des médecins. Parce que pour que la télémédecine marche, il faut un médecin à chaque bout. Mais ça commence par là, sinon il n'y a pas d'expertise. Hein. Alors, et là, il y a tromperie sur le produit. Je pense qu'il faut insister sur cet aspect de la chose. C'est ce que disait Nicolas Bouzouillet en disant que plus il y a de technique et plus il faut d'humanité. On parle beaucoup, on a beaucoup parlé depuis le début du rôle du médecin généraliste. Vous êtes là en tant qu'à la fois médecin généraliste et en tant que cofondateur d'une start-up qui s'appelle Ipso Santé, Sébastien Robineau. Aujourd'hui, vous avez l'impression que, par exemple, le médecin de famille est prêt à jouer le jeu de ces équipements et surtout, comment il va faire pour ne pas avoir la sensation qu'on le dépossède, entre guillemets, de son rôle auprès du patient, son rôle justement d'intervenant préférentiel et primaire? Alors, il y a deux questions en une, effectivement. La première, c'est, je répondrai rebondir sur ce que vous disiez. On va peut-être répondre d'abord. Non, on va faire les deux. Rapidement. Il y a effectivement un énorme gap, déjà, entre le monde des bisounours qui était présenté tout à l'heure dans le petit film et la réalité de terrain. Votre lettre en est un exemple. On n'en est même pas aujourd'hui, en termes de soins primaires, je parle de ce que je connais, sur des cabinets classiques, capables d'absorber l'information qui vient de l'hôpital, ne serait-ce que se recevoir des comptes rendus en temps réel j'ajoute et juste les numériser. J'ajoute une demi-chose. Je suis en plus mon propre médecin traitant, donc je n'étais même pas informé de mon résultat en tant que médecin traitant. Voilà. Ce qui n'est pas bien. Mais donc déjà, il y a un gap énorme.
Moi, je m'en suis rendu compte dans ma pratique de tous les jours, et c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, on s'est dit qu'il fallait inventer des nouveaux systèmes, des nouveaux outils pour permettre justement aux médecins, vous me demandiez s'ils étaient prêts, donc j'arrive sur votre question, oui, ils sont prêts mentalement, mais ils n'ont pas les outils pour travailler pour le moment. C'est-à-dire qu'un cabinet médical aujourd'hui tel qu'il est organisé, il faut quand même avoir conscience que 25% des cabinets médicaux sur le territoire français ne sont même pas informatisés, ou très peu, donc ils sont encore en format papier. Je pense que certains d'entre eux vont encore chez leur médecin avec des petites fiches, donc ça c'est pas envisageable. Ouais. Non mais c'est une réalité. Non, mais certains syndicats disent même 50%. Moi j'ai été je pense qu'il y a des datas qui sont un peu moins fraîches que les miennes, mais en l'occurrence oui, c'est une réalité. Et qu'au départ, il faut commencer par faire des choses simples. Un médecin aujourd'hui dans son cabinet de médecine, il passe un tiers de son temps à faire autre chose que de la médecine. Donc il va gérer sa carte vitale, il va gérer son administratif, son courrier, et ce temps-là qui n'est pas utilisé pour faire de la médecine, c'est des patients en moins qu'il peut voir et qu'il peut consulter. Donc vous parliez tout à l'heure très justement de démographie, de déserts médicaux, mais ne serait-ce que si on arrive à réorganiser le soin primaire en donnant les moyens aux médecins de s'affranchir de ce temps qui n'est pas de la médecine, clairement oui, il y a à nouveau de l'accessibilité pour les patients dans les cabinets médicaux sans forcément augmenter le nombre de médecins. C'est juste une question d'efficience. Mais ça, les médecins ne pourront pas le faire tout seuls. Ils ne pourront pas faire tout seuls parce que pour une chose simple, c'est qu'ils sont médecins. Ils ne sont pas ingénieurs informatiques, ils ne sont pas experts en organisation. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit quelque part, ce qui serait intéressant, du moins c'est l'idée, c'est de créer un outil, une espèce de matrice, un cabinet qui servirait de laboratoire, pour justement permettre à tous ces acteurs de santé, que ce soit les patients, les médecins, les hôpitaux, les tutelles, les universitaires, de venir se connecter sur une matrice qui permettrait justement de à la fois mobiliser de la data, à la fois être un petit peu plus efficient, et effectivement permettre de mettre en place tout ce dont on parle aujourd'hui, mais qui n'avance pas. Je pense que c'est un des freins principaux aujourd'hui. On parlait de problèmes financiers, on parlait de politiquement, des fois on est un petit peu frileux. C'est Nicolas Bouzou hier qui disait principe de précaution, soyons plutôt prudents que précautionneux. Je pense qu'effectivement, il y a aussi des choses simples à faire, mais qu'il faut expérimenter, et surtout, en France, on est très très bon pour faire d'expérimentation, on est toujours très en avance, on a même inventé le Minitel, il paraît. Aujourd'hui, je ne sais plus où est le Minitel, je crois qu'on ne l'utilise plus, mais ou alors c'est inquiétant. Hélas, hein. Dans les musées peut-être. 36-15 du là. Ah. Oui, maintenant il fait de l'opération mobile, ce monsieur. Et globalement, l'idée c'est qu'il faut passer à l'étape d'après, il faut donner effectivement redonner un peu de pouvoir aux gens de terrain qui ont un peu de leadership là-desdessus, et surtout qui leur proposer des outils qui soient ergonomisés. Si on crée des outils qui ne servent à rien, un peu comme on en parlait avec le dossier médical partagé hier, ces outils ne seront pas utilisés, quoi. Je voudrais vous demander, je pose une question là encore, peut-être pas, qui correspond peut-être pas à une réalité, mais je suis patient connecté. Je sais que j'ai mes données, mon généraliste les a, le spécialiste, gériatre ou cardiologue les a. Est-ce que dans ma tête de patient, je me dis, après tout, pourquoi je vais m'embêter à aller voir mon généraliste si j'ai un problème, puisqu'au bout, il y a le spécialiste qui sait tout en même temps que lui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, là encore, de voir d'une certaine façon le médecin généraliste jouer un rôle accessoire à cause peut-être de la télémédecine? Alors déjà, je vais prêcher pour ma paroisse, et je vais faire un petit rappel. On parle aujourd'hui de spécialité en médecine générale. C'est important de le souligner, de spécialiste en soins primaires. C'est très récent. Et on différencie le spécialiste en soins primaires du spécialiste d'organes. Donc déjà, c'est une notion qui, en termes d'éducation, je vous vois dubitatif, mais c'est une réalité. Je pense qu'il va falloir un certain temps. Il y a un gros travail de pédagogie à faire là-dessus, et ces outils, et ce type de projet qu'on a permet éventuellement de le faire. Donc ça, c'est un premier point. La question, c'est est-ce que le généraliste demain va être remplacé finalement par tous ces outils? Est-ce qu'il va disparaître? J'aurais tendance à penser l'inverse. Je pense que c'est au contraire un filtre essentiel à partir du moment où on lui donne les moyens de le faire correctement. Laurent Alexandre disait l'année dernière, de manière un petit peu excessive et enflammée, mais qui était quand même intéressante. Finalement, si demain on ne prend pas le train en marche, les algorithmes vont remplacer les médecins. C'est vrai que d'une manière générale, si demain on ne fait pas attention, des spécialités peuvent disparaître, mais ce ne sera pas les spécialités comme la médecine générale, ce sera des spécialités hyper spécialisées. Ça va être typiquement, c'est plus facile de construire un algorithme aujourd'hui sur un cardiologue spécialisé dans le Wolff-Parkinson-White sur les sujets diabétiques de 30 à 35 ans, parce que forcément, et c'est ce qui se passe dans la réalité, hein, aujourd'hui quand vous appelez à l'hôpital votre spécialiste IRM, alors il fait de l'IRM mais pour les scléroses en plaques, mais chez les sujets
diabétique, et voilà, et le reste, c'est pas son domaine. Et le mercredi seulement. Et ce qui est le mercredi, donc il y a quand même donc c'est compliqué. Si demain on est capable, donc c'est probablement, si on veut rebondir sur ce débat, qui va disparaître en premier, je pense pas que ce soit la médecine générale, c'est les hyperspécialités. Si on suit effectivement les cours, les lois de Moore, etc. Mais voilà. Oui. Juste, on parle d'optimiser les ressources financières, d'optimiser le temps des médecins. Je crois que tous ces appareils vont permettre de faire ça. Je ne sais plus qui a dit, si vous faites 2 fois le même travail 2 jours de suite, attention, vous serez remplacé par un logiciel. C'est tout à fait ça. On va demander aux médecins de se concentrer sur le contact utile, sur le rendez-vous utile avec le patient, parce qu'il ne va être alarmé que quand il va se passer quelque chose. Alors dans un premier temps, effectivement, ça va être beaucoup d'informations, ça va créer vraisemblablement un peu de désordre. Il va falloir s'organiser par rapport à ça, il va falloir changer à la fois l'utilisation de l'euro et l'utilisation de la minute de médecin de manière à ce qu'elle soit optimisée. Et les appareils vont permettre de donner ce signal à quel moment cet euro, ce temps sera utilisé. Je suis d'accord avec vous, ça va être le bazar pendant un moment, il va falloir s'y habituer. Pierre-Simon, est-ce que dans, je donne la parole tout de suite, mais Pierre-Simon, dans vos missions, dans justement vos mises en place, est-ce qu'il y a certaines de ces craintes qui remontent du terrain ou est-ce que tout le monde, tout le monde voit ça arriver, je dirais, puisqu'on parlait de bisounours, c'est youpi, ou est-ce qu'il y a des gens qui vous disent... Écoutez, moi, j'ai entendu toutes les personnes autour de cette table. Je partage le point de vue de Philippe Demy parce qu'il faut revenir sur la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le redis, je le dis fort, on ne fait pas de télémédecine sans système d'information. Ce serait complètement utiliser des objets connectés alors qu'on n'a pas un système d'information partagé avec les patients, c'est complètement, je dirais, irréaliste. Donc, je pense que ce qu'a dit Philippe Demy, je le partage totalement. Il faut aujourd'hui structurer le parcours de soins sur des systèmes d'information partagés. Et après, on pourra faire de la télémédecine, on pourra utiliser des objets connectés pour, comme vous le dites, Monsieur Regnault, pour, disons, améliorer, je dirais, le parcours de l'efficience et le parcours de soins des patients, mais il faut revenir à des choses tout à fait fondamentales. Oui, mais cette espèce d'enthousiasme, j'allais dire, pardonnez-moi, mais cette espèce d'unanimisme, parfois un peu enthousiasme béat, est-ce que c'est pas un peu justement mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mettre sur le marché tout un tas d'instruments, puis de se rendre compte qu'on ne sait pas comment les exploiter? Vous savez, c'est comme les modes d'emploi des anciens magnétoscopes japonais qui faisaient 842 pages et que vous... Oui, mais comme on disait hier, si vous voulez, on est en pleine fièvre, disons, créative. Ouais. Aujourd'hui, il y a 10 millions d'objets connectés en santé, sur les 50 milliards d'objets connectés à travers le monde. Bon, tout ça, la FDA, on le disait hier, n'a retenu que 350 objets connectés en santé sur les 10 millions. Donc, je dirais que tout ça va se réguler. Je suis d'accord avec ce qui a été dit hier, que la bulle va un petit peu se dégonfler à un moment donné et que l'on va rentrer dans une réalité, je dirais, Moi, je voulais rebondir sur l'inquiétude sur la place du médecin généraliste, de la médecine praticienne, pardon. Mais patricienne aussi. Patricienne aussi. C'est un véritable enjeu. Dans les CHU, on dit souvent que l'hyperspécialisation, c'est dangereux pour la discipline et que l'hyperspécialité, c'est dangereux pour le patient. Et ça exprime bien que plus on sophistique, plus on surspécialise, plus on requiert de la transversalité et de l'intelligence et de la compréhension des différents stades de prise en charge. Et qui est mieux placé pour l'expliquer au patient et guider le patient dans son parcours que le médecin généraliste. Et ça, c'est possible dès lors que, j'y reviens parce que ça me paraît fondamental, qu'on a réellement un dossier médical partagé. Et quand je dis médical, c'est aussi bien sa composante administrative, sur l'identité, les données sociales et médico-sociales, soignant, parce qu'une bonne partie de l'efficience médicale est totalement adossée aux détails de la pratique soignante enregistrée dans le dossier. D'ailleurs, vous savez, on mesure ça très facilement dans les contentieux judiciaires. Et que va chercher comme information le juge d'instruction? Ce n'est pas la donnée médicale en soi, c'est toute la logistique soignante qui a été apportée dans la prise en soin médicale
Et on voit bien que l'enjeu, il est là. Et la donnée cohérente, elle est à ce niveau-là et elle doit être absolument accessible à tous les professionnels de santé qui ont à en connaître et qui sont en rapport avec le patient. Et je pense que la médecine praticienne, elle a une place première dans le dispositif. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que le numérique va encore mieux installer le médecin généraliste dans sa fonction. Mais c'est vrai qu'il y a de la route à faire pour que tout le monde soit à ce niveau de compréhension, à ce niveau de volonté et à ce niveau d'équipement et d'intelligence logicielle. Olivier Guérin, justement, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Domi. Concernant le parcours de soins, la prise en charge, est-ce que le numérique, cet afflux de données, ne va pas aussi permettre, ou devrait pouvoir permettre, une sorte de délégation ou au moins un partage des tâches? Est-ce qu'il y a pas, pour ne pas succomber sous la masse des informations et de leur traitement, est-ce qu'il ne va pas falloir que les médecins, aussi bien à l'hôpital, peut-être que justement dans le monde libéral, il y ait une plus grande collaboration et l'acceptation que certaines tâches soient faites par exemple par des infirmières ou d'autres professionnels de santé? Ça revient exactement sur la question que vous aviez posée aussi à Pierre Simon, sur la capacité qu'on a désormais à déployer, à ce que disait Philippe Domi, à investir sur l'infrastructure, mais où derrière vous aviez ce doute sur l'utilisation, sur l'usage, notamment du côté des professionnels. Parce qu'effectivement, la techno, on s'en fout complètement, on est bien d'accord. Oui. Ça n'a aucun intérêt en soi. Ce qui compte bien, c'est l'usage qu'on en fait. Si elle est brillante, on l'oublie. Voilà, c'est l'usage que le citoyen y voit, pour lui, l'intérêt qu'il y voit, parce que dans l'enjeu du numérique pour la santé et l'autonomie, puisque je lis un peu les deux, on est bien en but sur une augmentation de la qualité. C'est pas le développement économique viendra à côté, de fait, mais on est bien sur plus de qualité pour nos concitoyens. Et là, on a un véritable enjeu, et là c'est le prof de médecine qui parle aussi, c'est que on nous a formés dans le culte du colloque singulier, dans le culte de la position du médecin, quel qu'il soit, traitant, médecin généraliste, de premier recours comme du spécialiste, alors que la médecine de demain va faire que le médecin n'est plus qu'un petit bout de la chaîne de valeur du soin, alors que dans sa tête, à l'heure actuelle, il est l'élément essentiel. Or, demain, la prise en charge pour le patient fera que le médecin ne sera qu'un des intervenants d'une chaîne de valeur complexe, et il va falloir aussi faire cette révolution culturelle-là. Quand vous disiez la place du médecin de premier recours, elle est évidemment essentielle, la place du spécialiste aussi, mais effectivement, la place de l'ensemble des professions de santé, infirmiers, kinés, tous les intervenants, mais aussi les intervenants du médico-social, notamment dans le champ du sujet âgé polypathologique, mais l'ingénieur réseau aussi, finalement. Donc on aura... Et puis le patient lui-même, peut-être aussi. Mais qui va avoir la chaîne de valeur autour du patient. Le patient, lui, c'est forcément autour de lui qu'on organise la chaîne de valeur. On est bien d'accord. Mais bon, et le patient lui-même, effectivement, dans ses choix et ses décisions. Donc on est sur une révolution culturelle et, comme le dit un ami très cher, le chemin le plus difficile dans ce type de mutation, le chemin le plus long, ce sont bien les 20 cm entre nos deux tempes. Et c'est pour ça qu'on a, nous aussi, côté enseignants de médecine, une révolution de formation à faire. Et c'est pareil pour l'ensemble des professionnels de santé. Sébastien Orbino, justement, cette éventuelle collaboration, est-ce que c'est quelque chose à laquelle, par exemple, les médecins spécialiste de médecine, comment on m'a dit? Je sens que vous allez me taquiner là-dessus. Non, mais j'ai oublié le terme exact. On parle de spécialistes en soins primaires. Oui, en soins primaires, pardon. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que dans les mentalités, alors on fait l'effort de le pas. Bon, moi j'aimais bien médecin de famille. Oui, je trouvais que c'était plus joli. Mais ça marche aussi. Voilà. Oui, de famille recomposée. C'est ça. Médecin de famille recomposé. Est-ce que ce partage des tâches, c'est quelque chose qu'on peut imaginer? On le voit avec déjà les maisons de santé pluridisciplinaires. Est-ce que ça c'est quelque chose qui va bien passer dans les mentalités, ce partage à partir de cet amoncellement de données? Alors la délégation de tâches et le partage des tâches, ça paraît une évidence aujourd'hui. Je disais en préambule que c'était important de ressentir le médecin sur son cœur de métier, mais ça passe aussi par garder, de lui permettre de faire les actes à haute valeur ajoutée par rapport à sa formation.
sans rentrer dans le débat de la durée des formations de médecine. Aujourd'hui, on parlait hier encore avec les MOOC que finalement, il n'y a peut-être pas besoin de 10 ans ou 12 ans pour former un médecin, mais qu'on peut peut-être se débrouiller autrement. Mais sans rentrer dans ce débat-là, aujourd'hui, il est évident qu'il faut confier aux différents paramédicaux, ils en ont la compétence de travailler de nous aider finalement à faire des actes qui nous prennent du temps. Et ça se fait dans les pays anglo-saxons depuis des années. Il y a une vingtaine d'années aux États-Unis déjà, il y avait des cabinets organisés justement où l'infirmière gérait toute la première partie de la consultation, la post-consultation, et puis au milieu, il y avait vraiment le motif de consultation qui était géré par le médecin. Donc c'est quelque chose qui doit rentrer dans les mentalités, et c'est surtout, il ne faut pas que les médecins aient peur que on va leur voler leur métier. Au contraire, on va les recentrer, on va leur permettre de faire mieux leur métier. Donc oui, ça me paraît une évidence. Alors, dans les 5 minutes à peu près qui nous restent, je voudrais qu'on aborde un problème crucial, qui est celui de l'argent. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai vu une expérience, je vous donne un exemple, cette fois-ci, c'est pas pour moi, hein, mais une expérience très intéressante dans le fin fond, j'allais dire, pardon, je demande pardon tout de suite aux habitants de l'Indre, mais dans une région de la Brenne, dans le fin fond de la Brenne, dans un endroit où le premier ophtalmo est à minimum 60 km, et il y a des médecins qui se sont organisés depuis quelques années et qui font des fonds d'œil à partir d'une webcam, d'un rétinographe, et qu'ils envoient interpréter à leurs collègues ophtalmo qui veut bien le faire. Sauf qu'il veut bien le faire pour l'instant pour 0 €, 0 centimes d'euros. Alors, combien de temps ces expériences vont pouvoir tenir avec des gens qui travaillent gratis pro deo? Oui. Je peux vous donner une réponse à l'intérieur de l'hôpital et dans le CHU que je dirige encore pour quelques semaines. Toutes les expériences de télémédecine ont eu soit un financement forfaitisé expérimental qui est venu à échéance, soit travaillent gratuitement. La démultiplication des demandes, des besoins, et notamment pour aller faire de l'interprétation de clichés de radio simplex à l'hôpital de Castelnaudary, à partir de Montpellier, alors qu'on est à 50 km de Toulouse, etc., etc. Tout ça s'est ajouté jusqu'au jour où, en délégation, les patrons sont venus me voir en me disant « stop !» Parce que la charge est telle qu'elle n'est plus compatible avec l'organisation de nos activités programmées ou non programmées. Donc, tant qu'on ne donnera pas une tarification robuste à l'ensemble de ces activités, ça ne marchera pas. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Là, les pouvoirs publics sont au pied de la difficulté qui n'est pas insurmontable. Il y a suffisamment de redéploiement à faire dans la dépense publique pour y arriver. Deuxième chose, puisqu'on parle gros sous, il se trouve que dans notre CHU, on a développé un système d'information qu'on veut le plus ouvert possible, le plus communicant possible, et on a fait l'étude de son interopérabilité pour permettre connexion des objets connectés, interfaçage de tout type de logiciels avec des multiprises informatiques, moi j'appelle ça comme ça dans mon langage. Bref, ça fonctionne. Ça coûterait, rapporté à la population, la mise en place des infrastructures pour que ça fonctionne, ça coûterait 10 € par habitant. C'est-à-dire, ça coûterait entre 25 et 27 millions pour 2 600 000 habitants. Le coût de consommation de santé d'un habitant du Languedoc-Roussillon, annuellement, c'est 3 812 €. Est-on infoutu dans notre pays en 2015, quand on voit la progression d'un certain nombre de dépenses et leur impertinence, d'affecter 10 € par habitant pour enfin régler la difficulté? La technostructure à laquelle j'ai eu à présenter au plus haut niveau ce dossier l'a jugé trop ambitieux. Voilà la réalité de terrain de 2015. Il nous reste 2 minutes. Alors, l'un et l'autre, rapidement, il reste 2 minutes. Oui, juste un point pour renforcer ce que vous dites. En télécardiologie, la demande de valorisation de l'acte a été posée en juin 2011. Ça fait 4 ans.
4 ans que cet acte n'est pas pris. C'est pour ça que les médecins travaillent gratuitement, etc. etc. Tant qu'on n'aura pas cette prise en compte, quand le médecin rencontre son patient face à face, il gagne de l'argent. Son établissement est payé, il gagne de l'argent. Quand il fait cette consultation via un fichier électronique, il ne gagne pas d'argent. Donc on a un vrai problème, et encore une fois, cette demande posée il y a 4 ans, toujours pas de réponse. Deuxième point que je voulais juste soulever, très rapidement, dans le respiratoire, on s'est heurté à un problème. Tout le monde était d'accord pour mettre en place des systèmes de surveillance, et on est tombé sur l'obstacle de l'observance. C'est-à-dire que quelque part, le modèle économique, c'était quelque part, si la personne ne se sert pas, ne prend pas son traitement, on arrête de lui rembourser le traitement qu'il ne prend pas. Voilà, ça a coincé, ça ouvre un nouveau débat qui est peut-être un peu difficile d'ouvrir maintenant, mais je crois qu'on a un problème là. Dernière minute. Je vais faire très vite parce oui, il reste dernière une minute. Vraiment. Donc oui, il faut effectivement trouver des solutions pour le problème tarifaire que pose la télémédecine. Les solutions, il y en a, on peut en évoquer plein, on ne va pas entrer dans le détail maintenant, on n'a pas le temps. Mais finalement, c'est aussi je rebondis sur ce que disait Isabelle Vidali hier, les outils existent. Nous, on est un outil qui est prêt à recevoir la télémédecine. En fait, on a créé et conçu nos systèmes d'information pour ça. Nos ingénieurs ont travaillé là-dessus. Maintenant, il faut quand même libérer, effectivement, donner les forces de libérer les forces vives du pays pour pouvoir justement un petit peu avancer. Il faut passer à l'étape d'après. Step by step, on est d'accord, mais il faut le faire. Et puis redonner un peu de leadership aux gens, aux acteurs. C'est-à-dire qu'il faut créer des outils qui soient ergonomisés pour eux. Ça ne sert à rien d'inventer des usines à gaz qui ne serviront jamais. Et puis trouver les moyens d'éviter d'être paralysant et de penser au principe de prudence, ça me plaît bien. Voilà. Je vous remercie de nous avoir aidé à peut-être à revenir un peu sur Terre par rapport à ce côté super intéressant qu'il y a à la CHAM depuis 2 jours, où on parle de choses qui font rêver. Mais c'est vrai aussi qu'il faut expliquer qu'elles ont un coût et quelles sont les difficultés. Je vous remercie d'avoir bien voulu vous lever tôt pour participer à cette analyse.